Bonjour, Frank Hovorka est bientôt le prochain speaker. Il est le président de la REVA, c'est-à-dire European Federation of HVAC. Il est le président du conseil consultatif français de l'ARIX, qui est le Royal Institution of Chartered Surveyors. Depuis début 2019, il est directeur technique innovation de la Fédération française des promoteurs immobiliers. Et il est également impliqué dans des projets de recherche pour les bâtiments zéro énergie, des indicateurs financiers pour la valeur verte à travers plusieurs projets de recherche et des organismes internationaux. On peut citer REVA, comme on vient de le dire, l'ARIX, et UNEP FI. Il a prévu de nous parler de Building Environment Performance, Translation into Financial Performance. Et je lui laisse tout de suite la parole. À toi, Franck. Merci beaucoup, Bruno. Merci à toutes et à tous pour cette invitation, cette possibilité d'échanger avec vous ce matin sur les sujets d'enjeux, de traduction dans la valeur, de replonger dans tout ce que nous a expliqué Mecca Brunel juste avant. Écoutez, j'ai le sentiment que beaucoup de nos participants sont francophones, donc je vais le faire en hybride, puisque la mode est à l'hybride, et vous aurez donc des supports de présentation en anglais, et je vais m'exprimer en français, si vous le permettez, au vu de la majorité des participants que j'ai regardé tout à l'heure. De toute façon, n'hésitez pas, s'il y a des questions sur le chat, en anglais, j'y répondrai sans aucun problème, y compris à la fin de notre session. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Voilà, je pense. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que tout va bien? C'est parfait. Merci beaucoup. Tout va bien. Super, écoutez, un grand merci. Donc, effectivement, l'objectif, on parle beaucoup de performance environnementale. Moi, j'ai eu l'honneur de faire un des tout premiers bâtiments certifiés HQE en 2005 en France. J'ai également eu l'honneur de pouvoir travailler en Allemagne à l'époque où le système de certification allemand se créait, le DGNB. Nous avons travaillé ensemble chez Bruno, tu t'en souviens, à la création d'initiatives européennes entre les certificateurs pour essayer de construire une vision partagée de ce qu'est une performance environnementale du bâtiment et comment on pourrait la traduire dans les outils financiers de manière à améliorer la mise en œuvre et la commande de ces bâtiments environnementaux. Les années ont passé. Aujourd'hui, après les accords de Paris, on voit que le sujet sur le carbone devient un sujet clé. Et c'est vrai que pour nous, du coup, cette intégration dans le cycle de vie, et dont je vous parlerai un peu plus tard, peut être un levier extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation « Est-ce que la performance du bâtiment peut devenir un levier à travers son analyse de cycle de vie par la commande d'abord ?» Parce qu'encore une fois, si la commande ne change pas, il va être difficile de changer quoi que ce soit. Et deuxièmement, quels sont les éléments qu'il faudrait mettre en place pour que cette commande évolue au vu des éléments dont nous disposons aujourd'hui. Alors, un petit rappel tout d'abord, ce qui me paraît vraiment fondamental, et je remercie ici tous les membres du master. Je vais le faire en introduction parce que depuis 10 ans que Jean Carassu, à l'époque, m'a invité à enseigner à ce master, j'ai aussi beaucoup appris. Et je remercie ici Jean Carassu et son successeur, Dominique Maert, bien sûr, mais c'est vrai que là, vous voyez une définition de ce que pourrait être la valeur verte d'un immeuble qui appartient à Jean Carassu et dont Jean-Luc Ségré, et c'est ce qui nous a beaucoup guidés ces 10 dernières années, c'est qu'il nous semble impératif de passer d'une vision
statique, une vision où on prend une photo de l'immeuble à un instant T, une vision beaucoup plus dynamique et où on assume qu'un immeuble, ce n'est pas un objet qui est posé dans une ville de manière historique et qui est figé, stocké, intouchable, mais c'est bien quelque chose qui bouge, qui évolue avec le temps, dont la qualité dépend de la manière dont il est utilisé et entretenu. Ce n'est pas que sa qualité intrinsèque, et donc c'est pour ça que vous avez ce multiple de différents facteurs, parce que il s'agit bien, pour arriver à avoir la valeur de l'immeuble, d'aller vers la valeur intrinsèque de l'immeuble, qui est impérative et qui est clé dans son usage, mais bien entendu, la manière dont il va être maintenu et la manière dont il va être utilisé. Et la manière dont il est utilisé dépend de la flexibilité de l'immeuble que l'on aura mis en œuvre au départ. Et c'est là que je reprends des travaux que nous avions faits avec le World Green Building Council il y a bientôt 10 ans, qui sont à l'origine d'ailleurs d'autres certifications comme le WELL ou Osmose en France. Et l'objectif ici, c'était de se dire, mais on fait des bâtiments pour mettre des gens dedans, d'abord. On a parfois un peu tendance à l'oublier quand on parle performance énergétique, performance carbone. On a un peu tendance à oublier que l'objectif premier de l'immeuble, c'est de mettre des gens à l'intérieur et que les personnes qui y habitent, qui y travaillent, doivent avoir un environnement qui correspond à leurs besoins, qui respecte leur santé et qui leur apporte le niveau de confort qu'ils attendent ou qu'ils sont en droit d'espérer dans un immeuble. Et ça, c'est fondamental et c'est quelque chose aussi sur lequel je voudrais attirer votre attention parce que les experts européens ont travaillé depuis pratiquement 15 ans pour mettre en place un jeu de standards et de normes qui sont absolument cruciaux pour nos activités, puisqu'il s'agit bien de construire tout un corpus normatif qui a en son cœur une norme qui définit ce qu'est la qualité d'ambiance intérieure en partant de là. Et tout part de là. Et on ne mesure la performance énergétique, la performance carbone, l'analyse de cycle de vie qu'en ayant été clair sur le type de confort et de qualité d'ambiance intérieure que l'on a dans l'immeuble à la base. Faute de quoi, de manière caricaturale, je dirais que le meilleur bâtiment en termes de carbone, il a été inventé il y a des millénaires, ça s'appelle l'habitat troglodyte. Ça a l'énorme avantage de ne mettre aucun carbone à la construction et pour peu que vous vous éclairiez à la bougie, ça n'émet aussi aucune énergie et c'est avec une température constante toute l'année. Il n'en reste pas moins que depuis qu'on a inventé ce premier bâtiment, on a aussi évolué en termes civilisationnels et culturels et on est en droit d'attendre un petit peu plus qu'une température constante de 16 degrés dans un immeuble aujourd'hui et un petit peu plus en termes de qualité d'éclairage, de confort et de vie que cet habitat troglodyte qui, par ailleurs, reste toujours absolument performant et très intéressant. Et on peut le retravailler dans certains cas où on voit des habitats devenir mixtes avec une partie enterrée, une partie non enterrée, avec des performances énergétiques extrêmement intéressantes. Donc, je crois que la fonction de l'architecture vernaculaire, de l'architecture tout court, devient cruciale là aussi. Si on repart, de nos besoins, de ce qu'il faut exprimer dans un immeuble, de la mutabilité et du temps, comme je le disais tout à l'heure. Là, c'est juste pour vous donner un exemple de ce travail que nous avions fait il y a quelques années, disant que quand on regarde le coût d'un immeuble tertiaire à l'année, en fait, les coûts énergétiques, tout le monde s'en fiche puisqu'ils représentent à peine 1% du coût global et que le gros du coût d'opération d'un immeuble, c'est les coûts des salaires des personnes qui travaillent dans l'immeuble tertiaire. Donc, on voit bien que si vous avez une approche ingénieure, et je dis ça sans être péjoratif, c'est juste un point de vue, hein, encore une fois, si vous approchez le bâtiment avec une vision ingénieriste qui dit « moi, je vais réduire les coûts d'énergie », vous vous rendez bien compte que vous n'intéressez pas grand monde au niveau du directeur financier d'une entreprise, puisque c'est marginal
finalement le coût d'énergie dans son immeuble. Dito pour le carbone qui va être lié à cette même consommation énergétique. Donc, on voit bien que là, la question se pose, et j'y reviendrai tout au long de la présentation, sur comment aborder l'effet de levier et la décision à prendre. Et je crois qu'un des premiers effets, un des premiers leviers qui est utilisable et qui me semble vraiment intéressant, c'est l'approche par le risque. Et on voit bien qu'aujourd'hui, entre le risque de changement climatique, le risque d'obsolescence, le risque lié aux mutations sociales, on le voit avec la crise de la Covid-19 aujourd'hui, où un certain nombre de bureaux sont restés ou sont toujours vides depuis un an, ou quasiment vides. On voit l'impact que ça a eu sur le secteur du commerce, que ce soit dans les grandes galeries commerciales ou en pied d'immeuble. Le risque devient un facteur majeur. Alors, sur le risque, je dirais qu'il est impératif de ne pas en avoir peur, faute de quoi on ne fait rien et on s'immobilise. Et le risque qui vous immobilise est mortifère. Et je ne crois pas du tout que ce soit un avantage d'approcher le risque par un principe de précaution mortifère, mais bien au contraire par une analyse d'impact de ce risque et d'analyser ce risque pour savoir comment l'évaluer dans le futur et comment traduire ce risque en opportunités potentielles dans l'évolution des bâtiments et des usages qu'on en fait. Donc là aussi, je vois le risque plutôt comme un facteur positif parce que j'en suis convaincu, la capacité que nous avons à traiter l'information aujourd'hui est beaucoup plus importante qu'il y a 10 ou 20 ans. Et ce qui était il y a à l'époque générateur d'angoisse et de peur face à l'inconnu, parce qu'incapacité à traiter les données et analyser les incertitudes, aujourd'hui, encore une fois, peut et doit devenir un élément d'analyse performant qui permet d'évaluer et d'orienter nos actions et nos investissements de manière pertinente. Je vais passer maintenant à l'approche énergétique. Alors, le petit carré en orange que vous avez en haut de l'écran, c'est ce qui est l'objet de l'attention de tous nos codes énergétiques à travers le monde, et principalement en Europe et encore plus en France. Vous voyez qu'on ne se concentre que sur l'énergie du bâtiment. L'énergie du bâtiment qui est celle que le bâtiment consomme pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement et les éclairages. Bon, on a fait un saut absolument incroyable ces 10 dernières années, 15 dernières années, on va dire, puisqu'on est passé de bâtiments qui faisaient 250, 300 kWh énergie primaire mètre carré par an, à des bâtiments RT 2012 et RE 2020 bientôt en France, donc réglementation thermique 2012, qui sont entre 40 et 65 kWh d'énergie primaire mètre carré par an en analyse théorique conventionnelle. Alors, c'est un grand saut qui a été fait, mais dans le même temps, on voit que toute la consommation des usages, de tout ce qui est branché, tous les équipements qui sont nécessaires, les équipements électriques qui sont branchés, que ce soit dans la maison ou dans les bureaux, eux augmentent régulièrement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans une maison, vous pouvez avoir une consommation qui est la même que celle de vos équipements qui font tourner l'immeuble et qui est liée à tous les équipements électriques qui sont dans votre maison. L'électroménager, les fours, réfrigération, tout ce qui est télé, ordinateur, jeux, j'en passe et des meilleurs. Donc, vous voyez que ça, c'est quand même extrêmement... ça questionne parce qu'on a beaucoup travaillé sur la réglementation de l'usage de l'immeuble, on a fait descendre sa consommation. Dans le même temps, vous avez une augmentation, je dirais quasiment linéaire depuis 15 ans, de la consommation d'électricité liée aux usages dans les maisons. Même chose pour le bureau. Alors là, le bureau, effectivement, vous avez un écart de 1 à 10 sur l'échelle. Pourquoi? Parce qu'entre ceux qui ont mis dans leur bureau leur propre serveur ou data center informatique et ceux qui les ont externalisés, ben voilà l'écart. Et donc, c'est vrai qu'il nous semble important d'avoir une vision globale.
Et je rajoute à cela toute l'énergie grise ou carbone gris qui est liée à la construction du bâtiment et aux équipements et aux composants qu'on installe dans le bâtiment, qui me semble important aussi d'apprécier, et c'est l'objectif de notre réglementation environnementale 2020 qui va se mettre en place en France. Et puis, la mobilité induite. Quand vous posez un immeuble quelque part, cette décision de le localiser quelque part n'est pas neutre. Au contraire, elle est même extrêmement importante puisqu'elle peut avoir à peu près le même effet que les objectifs énergétiques ou carbone que l'on fixe au bâtiment. Donc, vous voyez, c'est très important à mon sens de ne pas voir le bâtiment par l'aspect réglementaire, mais bien de le regarder par son aspect usage, service rendu, parce que c'est là que se trouve la clé de l'immeuble et il ne sert à rien de vouloir gagner quelques kilowattheures conventionnels sur l'usage en chauffage ou ventilation de l'immeuble si dans le même temps vous avez localisé l'immeuble avec une obligation d'y aller avec des véhicules thermiques. Ça n'a aucun sens. Et tout ce que vous gagnerez d'un côté, vous l'aurez perdu 10 fois de l'autre côté. Donc c'est vraiment fondamental, à mon sens, que aujourd'hui, c'est l'enjeu de nos travaux dans ce master, c'est que je crois que ça va transparaître, c'est que vous ayez une vision toujours globale des ordres de grandeur et des efforts et de l'efficience de l'euro investi par rapport aux ordres de grandeur et aux économies énergétiques que vous pouvez espérer ou à l'impact carbone que vous pouvez avoir. On veut aussi, pour exemple, que les travaux auxquels j'ai eu l'honneur de participer en 2016 au niveau de la Commission européenne, voilà, vous avez ici la définition de ce que pourraient être les seuils en énergie primaire de bâtiments en Europe en fonction des zones climatiques. Et vous voyez que l'objectif n'est pas de descendre très très bas aujourd'hui, mais au contraire de rester sur un seuil qui est efficient économiquement à ce jour, au vu des technologies existantes, en compensant le plus possible avec des énergies renouvelables sur site, ce qui s'entend au niveau du quartier ou au niveau du bâtiment. Je crois que c'est quelque chose là que je voulais vous montrer parce que l'objectif n'est plus, je crois, en Europe d'aller trop loin et d'arriver à zéro consommation, parce que ça serait peu efficient économiquement, mais bien de trouver cet optimum. Et la Commission européenne avait fait un travail vraiment extrêmement intéressant sur ce qu'on appelle le coût optimum, optimal cost, de savoir où se trouve la limite qu'il ne faut pas dépasser en termes de performance énergétique du bâtiment par rapport à ce qu'on peut espérer comme rendement économique. Donc, je crois que c'est important là aussi d'avoir cette approche-là en tête pour ne pas se perdre dans des économies jusqu'au boutiste. Et vous connaissez la courbe exponentielle de l'économie d'énergie. Vous avez à la fin le dernier kilowattheure qui a un coût marginal extrêmement élevé. Ce qui m'amène à une vision dynamique aujourd'hui du sujet. Et là, j'ai tenté d'exprimer ce que pourrait donner le DPE dynamique, parce qu'on révise en ce moment en France le diagnostic de performance énergétique. La Commission européenne vient de lancer une nouvelle révision de sa directive sur la performance énergétique du bâtiment. Et je crois qu'il est temps de passer à une vision dynamique. Et c'était l'idée du logbook ou Building Passport, sur lequel nous travaillons au niveau européen depuis plusieurs années, et d'avoir une vision sur 50 ans. Alors pourquoi 50 ans? On pourrait mettre 100. L'objectif, c'est de prolonger au fur et à mesure. 50 ans, c'est parce que c'est la durée de vie standardisée de l'analyse de cycle de vie. Mais l'objectif, c'est de vous permettre d'avoir une vision de ce qu'émet un immeuble année après année. Et donc, il va y avoir un pic d'émission lors de sa construction ou de sa réhabilitation. Et puis ensuite, il va émettre chaque année quelque chose avec le poids de la maintenance et des équipements qu'on remplace, l'énergie qu'on consomme, l'énergie qui est consommée par ce qui est branché dans le bâtiment. Et il peut y avoir, c'est les petites pastilles vertes en bas de zéro, il peut y avoir du renouvelable qui vient compenser une partie de la consommation. Mais ce qui est extrêmement important, au-delà des échelles, c'est la proposition que je vous fais de parler, d'avoir une vision dynamique des choses, d'arrêter de voir le bâtiment avec un diagnostic de performance énergétique statique qui dit ce bâtiment consomme X kWh mètre carré par an. Ce n'est pas vrai. Ça va évoluer
dans le temps, ça va évoluer en poids carbone en fonction de la charge énergétique des sources énergétiques locales. Et je pense que cette vision dynamique est extrêmement importante. Elle permet aussi d'assumer totalement l'incertitude. C'est pour ça que vous avez des barres à moustache sur ce diagramme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des calculs et des simulations, on ne devrait jamais les donner avec des chiffres sans attacher à ces chiffres le niveau d'incertitude de ces chiffres. Quand on dit qu'on va émettre 800 kg de carbone par mètre carré par an sur une base de 50 ans, en réalité, on devrait dire 800 kg plus ou moins 100 ou 200 kg, puisque c'est l'incertitude intrinsèque du calcul. Là aussi, ça me paraît vraiment extrêmement important et la standardisation internationale a un rôle, et c'est pour ça que je vous ai mis ici les standards IPMS et ICMS, qui sont des standards sur lesquels l'ARIX est impliqué au niveau mondial. L'idée est d'avoir un standard mondial, International Property Measurement System, donc un standard mondial de mesure de la surface. Parce que si on veut parler de consommation énergétique ou de carbone au mètre carré, encore faut-il que nous soyons tous d'accord sur ce qu'est un mètre carré. Et là, vous retrouvez cette vision aussi dynamique. L'objectif est de calculer ça chaque année, d'assumer les incertitudes, l'incertitude étant croissante quand vous avez une vision de long terme. Là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure quand je parlais qu'il fallait se centrer et se concentrer sur ce à quoi sert un immeuble. Il est impératif de savoir de quelle classe de confort on parle. Et cette norme européenne qui est citée là permet d'avoir des classes ABC qui permettent de vous dire où vous vous situez en termes de qualité d'ambiance intérieure. Et évidemment, on ne peut pas comparer un immeuble de classe A avec un immeuble de classe C en disant qu'ils ont une même consommation énergétique, puisque l'un aura un confort beaucoup plus élevé que l'autre. Et c'est aussi quelque chose qui, je crois, manque beaucoup dans notre approche, c'est que le confort, la manière dont on traite le confort intérieur, la qualité d'ambiance intérieure, doit être la clé qui permet de définir et de servir de référence sur quel type de consommation énergétique nous aurons ultérieurement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, plus vous dégradez la qualité de l'ambiance intérieure, plus il est aisé de devenir performant énergétiquement ou en carbone. Pas de chauffage, pas de clim, pas de ventilation, vous êtes beaucoup moins consommateur d'énergie, évidemment. Et là, je caricature volontairement, mais quand on descend sur des niveaux de consommation assez bas aujourd'hui dans le bâtiment, tout joue. Et quand on est sur des références de consommation d'énergie primaire qui sont autour de 50 kWh énergie primaire par mètre carré par an, et l'influence du climat intérieur va être beaucoup plus importante que quand nous parlions de 200 kWh énergie primaire par mètre carré par an il y a 15 ans. Autre aspect qui me paraît fondamental, c'est que quand on va parler de cycle de vie et d'analyse de cycle de vie, il me paraît clé d'assumer qu'on réfléchit avec une incertitude énorme. Quand vous essayez de visualiser sur 50 ans quel sera le poids carbone du remplacement d'équipements ou de l'énergie consommée, ça n'a de sens que si vous le faites pour un projet donné et ça vous sert de conditions périmétriques, toutes choses égales par ailleurs, pour faire de l'analyse sur un projet donné. Les chiffres issus de l'analyse de cycle de vie ne peuvent pas être utilisés, en comptabilité carbone. Ce serait une aberration totale, et pour ceux qui font de la finance, c'est comme si vous faisiez une analyse de cash flow, une analyse de valeur en flux futur, en analysant les flux financiers sur 50 ans. C'est strictement interdit. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'incertitude la plus totale et qu'on se limite souvent à faire ces analyses en flux futur à une dizaine d'années maximum, parce qu'au-delà, on a un taux d'incertitude beaucoup trop élevé. Donc là, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Vous allez voir apparaître énormément de chiffres en analyse de cycle de vie. Ils n'ont qu'une valeur d'appréciation d'un projet et n'ont pas de valeur comptable, faute de quoi sommer des résultats d'analyse de cycle de vie est un facteur d'erreur qui me semble beaucoup trop important au vu de l'incertitude. Et vous avez donc là l'incertitude qui se cumule en fonction des étapes. Et plus on va dans le cycle de vie de l'immeuble, plus l'incertitude est élevée. Ça, c'est pour vous donner aussi une idée des ordres de grandeur. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est de bien avoir en tête
les ordres de grandeur et l'action que vous pouvez mener de manière à ne pas, encore une fois, investir trop ou dire que vous avez gagné 50% de poids carbone sur une partie si dans le même temps, l'impact global de ce produit n'est pas si important que cela dans l'immeuble. Là, je vous ai fait un exemple sur une opération que j'ai pu mener en Allemagne il y a quelques années, où on avait travaillé justement avec la DGNB sur une approche cycle de vie. Et on avait constaté sur l'immeuble, finalement, que dans un immeuble tertiaire, le plus gros poids carbone, c'était les moquettes, parce que le cycle de vie standardisé à l'époque, je parle de ça il y a 7-8 ans, était d'un remplacement tous les 5 ans. Donc, vous imaginez l'impact, ou tous les 7 ans, vous amenez l'impact que ça peut donner. Mais si je vous montre ça, c'est aussi pour ouvrir une proposition. On se sert de l'analyse de cycle de vie pour faire du carbone. Mais si vous avez une analyse de cycle de vie qui devient de plus en plus fiable grâce à des fiches de données environnementales et sanitaires qui sont maintenant produits par produit et qui vous permettent d'avoir une vision des éléments techniques, des composants et du poids des composants. Tout d'un coup, vous êtes aussi capable de faire une analyse de coût du cycle de vie, donc, et en dynamique cette fois-ci, et donc d'avoir la capacité de proposer à un acquéreur quel va être le coût global de son opération, que ce soit un immeuble de logement ou de bureau, et donc de lui dire, voilà, en fonction des équipements qui ont été sélectionnés et en fonction de la durée de vie indiquée par l'industriel dans sa fiche de données environnementale, voilà à quel moment vous allez devoir replacer tel ou tel équipement, et voilà le prix de remplacement, le prix de maintenance. Et on en arrive à des choses extrêmement intéressantes que vous voyez là, c'est-à-dire qu'encore une fois, au lieu de vendre un immeuble avec un prix, on pourrait vendre un immeuble avec un prix et une étiquette dynamique de l'analyse du cycle de vie probable de cet immeuble. Donc ça devient particulièrement intéressant parce que vous voyez, on commence à toucher du doigt la traduction dans la valeur de l'immeuble. Là aussi, l'objectif, encore une fois, c'est quand vous travaillez sur un portefeuille, c'est de comprendre quelles sont les durées de vie de composants, comment ils vont réagir, quels vont être les coûts d'exploitation, les coûts d'entretien, et ce qui vous permet de générer une vision globale sur un portefeuille en partant d'une vision de long terme qui vous permet de faire des actions de court terme et non pas l'inverse. Parce que souvent, malheureusement, on ne regarde que ce qu'il y a à faire l'année prochaine en maintenance sans se préoccuper de la vision de long terme. Et si vous prenez l'exemple de la France avec le décret qui est passé sur l'obligation de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, c'est la traduction réglementaire d'une vision de long terme. On demande aux propriétaires de poser un plan à horizon 3 à 5 ans, puis 15 ans, de manière à voir ce qui est à faire tout de suite. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'objectif fondamental, c'est de passer d'une vision statique, où on regarde un certificat, un label, on regarde la fonctionnalité aujourd'hui, à une vision dynamique, c'est-à-dire comment cette fonctionnalité, comment ces composants vont vivre, comment je vais avoir de la flexibilité, de la mutabilité sur l'immeuble. Et c'est une vision assez radicalement différente parce que vous achetez plus, il n'y a plus de transactions avec « tiens, c'est ce que j'ai maintenant », mais ce que j'achète aujourd'hui, comment sa valeur va évoluer dans le temps. Alors, ça nécessite, si vous voulez, une approche différente parce qu'il y a la valeur de marché que vous connaissez tous, mais comment j'enrichis ces valeurs de marché avec cette vision dynamique. Et là, l'objectif, c'est comment je passe de cette vision de caractéristiques techniques vers des valeurs financières, qu'elles soient monétaires, non monétaires, extra-financières, création de valeur long terme, création de valeur aussi pour les autres parties prenantes. Et cette traduction, elle nécessite de traiter l'incertitude et d'assumer une incertitude intrinsèque. Ce qui n'a rien de honteux. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi dans notre métier immobilier, on a beaucoup de mal avec la gestion de l'incertitude, alors que de ce que j'ai pu apprendre d'autres secteurs industriels ou financiers, c'est l'activité quotidienne que de vivre et de traiter cette incertitude avec des outils adaptés qui permettent d'évaluer de manière mathématique la probabilité de réalisation de certains événements et ce qui vous permet de
d'avoir cette vision et cette capacité de piloter l'incertitude. Donc, on revient bien sur une mission de données, et c'est là où l'évolution du numérique et du digital depuis 5-6 ans est extrêmement passionnante, parce qu'elle nous permet de converger entre cette évolution du digital qui permet d'acquérir de plus en plus d'informations à coût marginal et de converger avec l'usage que l'on peut en faire au bénéfice des utilisateurs et au bénéfice de la traduction dans la valeur. Et là, je crois qu'on a cette idée de traduction de la qualité du bâtiment technique, environnementale, vers une traduction économique et une traduction de marché. C'est un travail sur lequel j'avais pu participer il y a 5-6 ans avec les collègues du groupe finance du programme environnement des Nations Unies et qu'on avait appelé From the Boiler Room to the Boardroom, parce que l'idée, c'était vraiment la traduction des composants et de la qualité technique vers le comité d'engagement, qui souvent n'est représenté que par des financiers. Et donc, il faut traduire les facteurs techniques, environnementaux, performantiels, extra-financiers, vers des outils d'évaluation de risque, de rendement, de liquidité, que sont les outils que l'on utilise pour prendre une décision d'investissement, de réhabilitation ou toute décision financière. Je ne veux pas non plus dire que le financier est le seul juge de paix, mais il n'en reste pas moins que dans notre monde, c'est quand même à ce stade, avec ce genre d'outils financiers, que les décisions sont prises pour faire évoluer les portefeuilles immobiliers, donc les immeubles et donc les villes aussi, parce que même s'il y a très bien sûr un dialogue public-privé entre les collectivités locales et leurs émanations et les promoteurs privés tertiaires résidentiels, les prises de décision vont toujours se converger vers des enjeux économiques et financiers. Et donc, on avait un peu appelé ça le Gold Rush to Data, parce que l'objectif est de ne plus avoir simplement une pyramide descendante où la décision est prise et on impose des indicateurs, on impose des solutions, on impose une vision, mais aussi d'avoir la capacité de remonter de la donnée, de la traduire, de l'agréger et de la mettre à disposition des décisionnaires pour une gestion de portefeuille. C'est aussi quelque chose qui a été repris par la Commission européenne dans les travaux qu'elle a menés sur la directive de performance énergétique, le choix aussi de travailler avec un observatoire du stock de bâtiments existants, de remettre sur le métier la façon dont sont calculés les diagnostics de performance énergétique, leur fiabilité, comment on peut traduire cela aussi pour les financiers. Et vous avez là le travail en cours que vous connaissez tous sur la taxonomie qui a soulevé bien des questions, mais où vous avez là, avant une volonté de traduire ça dans des objectifs pilotes sur la manière dont on peut utiliser l'information technique vers l'agrégation et donc le dérisquage, si je puis me permettre ce mot barbare, tout du moins la maîtrise du risque et des opportunités dans la gestion d'un portefeuille ou d'une opération immobilière. Et encore une fois, derrière les économies d'énergie, ce qui va compter avant tout, c'est de rajouter ce qui est clé pour l'économie d'énergie, c'est d'abord la santé, le confort, la qualité d'air intérieur et d'ambiance intérieure, je vous le disais tout à l'heure, l'impact sur les charges, quel effet sur la valeur et comment ça peut améliorer la productivité dans les immeubles. Et ce qui m'amène à une réflexion que je vous livre, parce que je crois que nous n'y sommes pas, on est loin du but encore. J'ai un peu l'impression qu'on en est encore un peu là sur les données, c'est-à-dire qu'on a énormément de données, mais elles ne sont pas standardisées, elles ne sont pas organisées, elles sont à coût élevé, et on se retrouve à devoir gérer chacun dans notre coin, chacun dans notre coin des données éparpillées, même si il y en a de plus en plus et que le coût est marginal, et que le travail que nous avons à mener est vraiment, décidément, est vraiment d'être en capacité d'organiser ces informations, de les standardiser au bénéfice d'une traduction performante, ce qui signifie qu'une donnée aujourd'hui doit être accompagnée d'une métadonnée, c'est-à-dire de la qualifier. Quand je dis
que tel bâtiment a telle surface, je dois être capable de dire qui a mesuré, quel est le niveau de fiabilité de l'information et quel est le niveau de responsabilité de celui qui transmet l'information. Et ça, c'est clé parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de data, de BIM et autres, mais on a peu parlé de métadonnées et donc de la manière dont l'information est transmise entre les acteurs avec le niveau de fiabilité qui doit être associé. Et on parle beaucoup de blockchain. Qu'est-ce que la blockchain ou la tokenisation? C'est ça. C'est la capacité de fiabiliser et de figer une transmission de données entre acteurs de manière à ce que les choses soient transparentes et que l'information, on sait qui l'a transmise, à quel moment, et ceci est enregistré et ne peut pas être modifié. Franck, nous te demandons de conclure bientôt. J'y arrive, j'y arrive. Donc, vous voyez que l'objectif, c'est vraiment d'aller vers une augmentation des échelles, la capacité de travailler d'échelle. Ça peut être aussi beaucoup plus, je pense, de travailler sur la synergie. On parle beaucoup de smart. Moi, je pense qu'il n'y a pas de smart, ça n'existe pas. Je pense plus qu'il y a la capacité de réfléchir sur les métabolismes et sur la synergie des systèmes, parce que le smart, il n'y a pas de système smart. Il y a un objectif de synergie au bénéfice d'un métabolisme performant, et ça passe par la synergie des différents systèmes. Ce qui permettra, et ça c'est les travaux du GIEC, je vous rappelle, qui sont en cours sur la révision du rapport de 2014 sur Human Settlements, qui va vraiment être extrêmement important, parce que ça va permettre d'avoir une vision sur les infrastructures urbaines. Et là, l'idée de ce schéma, c'est de montrer que si on ne travaille que sur un seul silo, soit l'énergie, soit les bâtiments, on a peu d'impact, alors que si on travaille sur tous les leviers en même temps, ça change globalement les choses. Je vais terminer sur le recul qu'on peut avoir au niveau du carbone. Alors, on parle beaucoup de carbone. Je vous rappelle que ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement là aussi la vision statique, qui est la vision du poids carbone des pays, c'est aussi les flux et tout le carbone que nous importons. Et là aussi, à quoi sert le carbone que nous importons? Et vous avez ici une vision du service rendu et du carbone émis. Ça me paraît fondamental parce que sinon on se trompe et on n'a pas d'effet sur le carbone si on ne part pas d'abord du service rendu, qui est l'usage que l'on en fait. Toutes nos activités vont émettre du carbone. L'objectif n'est pas d'arriver à zéro carbone. Le seul truc qui a zéro carbone, c'est la mort. Donc, je ne pense pas que ce soit notre objectif. L'objectif est d'être efficient et de savoir à quoi sert l'énergie que nous consommons, quel type d'énergie on utilise, quel impact ça a et quelles décisions nous prenons, quels compromis nous faisons entre le service que nous voulons et les impacts en termes d'énergie consommée et de carbone émis. Si je reviens à la France, c'est assez intéressant parce que vous avez une vision nationale où on va se préoccuper avant tout de notre inventaire. Et vous voyez que l'inventaire ne tient pas compte des importations. Et effectivement, quand on regarde la consommation en France, elle ne bouge pas. Elle baisse un petit peu au niveau des émissions de gaz à effet de serre du fait de la désindustrialisation. Et quand on regarde par contre l'impact entre l'inventaire et l'empreinte, c'est assez marquant. Vous voyez bien que notre inventaire national décroît légèrement, mais dans le même temps, nos importations augmentent à peu près de la même chose, voire plus, de ce que nous n'émettons plus. Donc, ce qui veut dire que globalement, notre impact au niveau mondial est le même. Alors, si je reviens à une vision bâtimentaire, et là, je vous mets l'exemple anglais, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont capables d'isoler l'impact de la construction neuve, l'impact des bâtiments existants en termes de rénovation, de consommation des usages, de consommation du bâtiment, et puis un impact associé au transport induit. Et vous voyez que c'est extrêmement intéressant d'avoir un pilotage comme celui-là, parce que ça donne les ordres de grandeur dont je parlais tout à l'heure et de savoir sur quoi on peut agir à quel moment. Et ça me semble extrêmement intéressant parce que ça nous donne un levier dans nos actions pour maîtriser, comme je le disais tout à l'heure, la capacité de l'efficience de nos investissements et pas simplement une vision avec une analyse de cycle de vie, encore une fois, qui ne dit pas tout cela puisqu'elle agrège ces données-là. Donc, pour finir, ce qui me paraît intéressant, c'est de revenir à la définition de marché. On a une définition internationale qui est celle-ci. Alors, depuis la crise de 2008, à la RICS, on réfléchit de ce que ça nécessite comme service, comme mesurement, comme mesure, comme gestion de la fair value,
Et je me permets quelque chose de quasiment lèse-majesté, hein, puisque je vais me permettre de toucher à ce qui est intouchable, c'est-à-dire la définition universelle de la valeur, et d'y rajouter quelques mots en me disant que ça serait quand même intéressant que nos évolutions futures parlent de données, intègrent des données transparentes au sens dont le périmètre est connu et le périmètre de calcul est partagé, intègre aussi une notion d'intégration, de résilience au futur, et qu'on soit, lorsqu'on échange un bien sur le marché, qu'on soit bien conscient des impacts que ça peut avoir. Je crois que ça changerait beaucoup la prise de décision. Et même si je sais qu'il y a peu de chances que cette évolution de définition aboutisse, je vous la soumets tout de même parce que même si elle ne change pas la valeur, c'est peut-être une manière d'augmenter et d'avoir une information complémentaire à une approche d'évaluation d'un bâtiment. Et donc, pour conclure, je crois qu'il faut vraiment changer notre référentiel, tout changer, depuis la manière dont on fait les réglementations sur le foncier ou la fiscalité, la manière dont on approche l'investissement en y intégrant cette vision de cycle de vie, la manière dont on conçoit les immeubles avec une vision, là aussi, d'économie circulaire et de mutabilité et de flexibilité. Peut-être, là aussi, j'aborde un tabou, parler de moins en moins de moyens, mais de plus en plus de performances, ce qui d'ailleurs permettrait, j'en suis sûr, de mettre en valeur nos économies et nos industries françaises et européennes qui ne se baseraient plus que sur une compétition, qui se baseraient, pardon, sur une compétition de couple performance-prix et pas seulement du prix le moins cher. Parce qu'on voit que ces 20 dernières années, cette compétition du prix le moins cher, elle nous a mené vers des produits à très forte obsolescence ou à émissions de carbone très élevées. Voilà, je reste sur cette conclusion. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.